J'avais promis de ne pas le dire et pourtant ça m'a échappé. Désolé. Combien de fois ai-je déjà dit « Salut, c'est Andrzej ». Un jour, il faudra que je compte. Alors je vais le dire. « Salut, c'est Andrzej » pour la 583e fois de ma vie et sûrement même plus. Yamaha Tenere World Raid, presque tout à son sujet. Presque tout, moi, car il n'y a pas encore de lancement officiel. Donc nous attendons que cette moto soit immatriculée et démarrée en Pologne. J'espère que ce sera bientôt parce que honnêtement, je pourrais déjà la conduire aujourd'hui car j'ai vraiment envie de l'essayer. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, soit vous avez très envie de l'essayer, soit vous la voulez tout simplement énormément. Nous allons passer en revue tous les changements et ce que j'en pense sur cette moto. Car je me demandais si cette moto était déjà prévue depuis un moment. Parce que souvent, vous savez, il y a une première, par exemple la Tenere 700, et tout de suite, je sais qu'il y a déjà d'autres évolutions de cette machine prévues, et je ne sais pas si c'était déjà prévu lors de la sortie, ou si c'est venu en cours de route, quand les gens ont exprimé leurs besoins, que les journalistes ont donné leurs avis, et c'est ainsi qu'est née la World Raid. Une bombe au premier coup d'œil, parce que la toute première chose, 2 bouchons de réservoir, c'est-à-dire ce qui peut-être pas le plus important, mais en tout cas, quelque chose qui me plaisait déjà sur la KTM 990 Adventure. Je n'ai pas vu la 950, mais la 990 Adventure, oui. C'est complètement idiot d'avoir 2 bouchons de réservoir, mais en même temps, tu as l'impression que c'est vraiment typé rallye, que c'est cool, et tu verses dans l'un puis dans l'autre. Ce n'est absolument pas pratique, mais au final, ça ne te dérange pas vraiment. Et l'idée, c'est simplement que la masse soit mieux répartie sur la moto, que ces réservoirs descendent plus bas, pour que le centre de gravité soit plus bas, et pas qu'on ait une sorte de grosse excroissance supplémentaire juste pour les litres. Donc 23 litres. Les réservoirs sont reliés, donc il n'y a pas besoin de changer de robinet ou d'avoir un robinet électronique qui fait la bascule. Non, ils sont connectés entre eux, il suffit juste de les remplir à l'ancienne. Et ça, je sais déjà que dans quelques années, ce sera à nouveau un point caractéristique, mais cette fois pour la Tenere et non pour la KTM. Donc un réservoir plus grand. Beaucoup de personnes se plaignaient du réservoir de carburant relativement petit. Maintenant, c'est le cas. Mais on pourrait penser qu'un réservoir plus grand signifie que cette version sera plus orientée tourisme. Cela signifie qu'il peut parcourir plus de kilomètres, car le fabricant affirme que cette moto peut parcourir jusqu'à 500 km avec cette quantité de carburant. Je ne sais pas si je vais vérifier cela, car je vais plutôt rouler avec les gaz ouverts sur cette moto. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est que la suspension de cette moto a été améliorée. Si vous avez regardé mon film ou lu mon test de la Tenere 700, vous avez peut-être remarqué que j'avais souligné que la suspension fonctionnait super bien sur l'asphalte, mais dès qu'on entrait sur une route caillouteuse, avec des ornières, j'ai perdu l'avant de la moto plusieurs fois, tout simplement parce que, selon moi, les amortisseurs n'arrivaient pas à absorber et à compenser les irrégularités assez rapidement, ce qui faisait perdre de la traction et l'avant m'a échappé à plusieurs reprises. Cela faisait que, quand je roulais vite sur des graviers réguliers, pas de problème, plein gaz, mais dès que les cailloux et les bosses commençaient, je devenais beaucoup plus prudent. Et ce que je remarque aussi chez mes amis qui, par exemple, possèdent une Tenere 700, c'est que beaucoup d'entre eux ont opté pour des modifications, en particulier de la suspension avant, avec des cartouches et ainsi de suite. Maintenant, je suis très curieux de voir comment cela va fonctionner. Parce que Kayaba, soyons honnêtes, Kayaba sait faire d'excellentes suspensions tout-terrain, puisqu'ils en fabriquent pour les motos de cross. Et je sais que les suspensions Yamaha sur les motos de cross sont très bonnes, car j'en possède aussi. Ce sont des amortisseurs tellement performants qu'une fois adaptés à soi-même, après avoir modifié les réglages, ils fonctionnent si bien qu'il n'y a aucune raison d'y installer des Öhlins ou autre chose. Si tu es un pilote ultra compétitif, tu y penseras peut-être, mais je sais que les amortisseurs d'origine sont considérés par les motocrossmen comme parmi les meilleurs que tu puisses avoir, donc je croise les doigts pour que ce soit aussi bien ici. Parce que ce n'est pas seulement le débattement augmenté qui m'intéresse, car à l'avant comme à l'arrière, attendez, il y a 20 mm de débattement en plus, donc à l'avant c'est 230, à l'arrière c'est 220. Ce n'est pas seulement le débattement plus important de la suspension qui m'intéresse, mais aussi la façon dont ces amortisseurs à l'avant et à l'arrière vont fonctionner pour maintenir la traction. Et il me semble que cette moto devrait rouler vite en tout terrain, car ce n'est pas sans raison qu'on lui a installé un amortisseur de direction. Je ne ressentais pas le besoin d'un amortisseur de direction sur la Tenere 700 standard, mais un amortisseur de direction devient surtout utile quand on commence à rouler dans le sable.
Et en Pologne, nous savons qu'il y a beaucoup de sable, surtout en Mazovie, lors des rallyes, sur les terrains d'entraînement militaire, etc. Ou bien, si vous pouvez passer par certains chemins où vous rencontrez souvent du sable, les amortisseurs de direction font vraiment une énorme différence dans le sable. Et ici, ce n'est pas mal car nous avons un Öhlins facilement réglable à la main, exactement comme il faut. C'est une tuerie. Bien installé, il est monté devant le guidon. Il n'y a pas besoin de chercher où que ce soit, donc on peut l'ajuster en fonction du terrain. En ce qui concerne d'autres améliorations pour la conduite tout-terrain, il y a l'ABS. C'est rare, vraiment rare. On peut le désactiver complètement et je remercie toujours chaque fabricant qui nous permet de désactiver totalement l'ABS car c'est exactement ce dont on a besoin en tout terrain. Ou par exemple, sur un circuit de course, on en a aussi besoin sur les motos sportives, simplement pour pouvoir désactiver l'ABS, parce que j'adore l'ABS sur la route. Je ne le désactive jamais quand je roule sur route, mais quand je veux vraiment aller très vite en tout terrain, je préfère souvent qu'il soit désactivé. Sauf si ce deuxième mode fonctionne suffisamment bien, parce qu'il y a maintenant 3 modes. Le premier, c'est l'ABS normal, à l'avant et à l'arrière. Le deuxième mode, c'est l'ABS uniquement à l'avant et on peut bloquer l'arrière. Et le troisième mode est complètement désactivé. Et c'est surtout ce deuxième mode que je vais tester parce que je sais qu'il existe déjà des ABS sur le marché qui fonctionnent si bien en tout terrain que je ne les désactive plus car je ne suis pas capable de ressentir l'adhérence aussi bien moi-même, que ce soit sur l'herbe ou sur le gravier. Et j'aime pouvoir serrer fort le frein en sachant que ce système va tirer le maximum possible de l'adhérence disponible, surtout avec ce type de pneus, parce que si on monte des pneus beaucoup plus agressifs, appelons-les à crampons, alors là, effectivement, on peut tout simplement le désactiver et ensuite appuyer sur le frein et gérer ça soi-même, à la sensation. Ce qui est aussi nouveau, c'est l'écran, et en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi il est nouveau, probablement juste pour que ce soit un peu plus fantaisiste. Il se connecte au téléphone via une application, mais il affiche seulement, je crois, les appels entrants et ce genre de choses. Malheureusement, il n'y a pas d'option de navigation. Mais nous avons un support pour le dessus, pour la navigation, et une prise ici. Donc, chacun peut simplement y installer ce qu'il utilise. Mais il y a une chose formidable que j'ai lue dans le communiqué de presse. Remarque, j'ai lu des informations sur l'écran selon lesquelles il est connecté au téléphone et il affiche des informations sur la moto. Et attention, cette connectivité et la capacité d'identifier tout problème technique nécessitant une résolution offrent une tranquillité d'esprit et une confiance accrue aux aventuriers, surtout lorsqu'ils sont impliqués dans des voyages de longue distance en territoire inconnu. Et maintenant, voilà, tu roules, tu fais un long voyage sur un terrain inconnu et soudain, un message d'erreur apparaît à l'écran qui est probablement une broutille parce qu'un capteur, je ne sais pas, de poussière, de quelque chose, un capteur, je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe quelle erreur qui s'affiche et je vois déjà cette tranquillité d'esprit. Je sais que quelque chose est en train de tomber en panne sur ma moto et maintenant tu continues à profiter de ton voyage. Un voyage longue distance. Vous voyez où je veux en venir? Moi, je préférerais ne pas savoir que quelque chose lâche sur ma moto. Tant que ça roule, tout va bien. C'est seulement quand quelque chose commence à m'inquiéter que je commence à stresser, à chercher où se trouve le service Yamaha le plus proche, ou n'importe quel service pour moto, ou un atelier de moto. Nous savons que ces motos ne posent pas de problème technique, et si tu as vraiment besoin d'une moto pour un long voyage, tu choisiras probablement une japonaise, et très probablement quelque chose dans ce style, parce que ce moteur CP2 est tellement abouti, avec toute son électronique, tout, qu'il n'y a vraiment rien qui puisse tomber en panne. C'est pourquoi j'adore ce paragraphe. Moi, je l'encadrerai tout simplement et j'irai l'applaudir de temps en temps dans le bureau de Yamaha. C'est juste un peu de sarcasme. Donc, on verra l'affichage. On ne peut pas l'allumer parce que c'est ce qu'on appelle une coquille vide. La moto n'a pas encore été démarrée, donc l'affichage sera juste un peu plus intéressant et c'est tout. Passons aux choses importantes concernant la suite de la conduite de cette moto, c'est-à-dire ceci. Oh, ça me plaît beaucoup. La première chose qui a attiré mon attention probablement juste après la suspension, c'est que en voyant cette moto en vrai, c'est super renfort. Désolé, je suis quand même un peu esthète et quand je vois ces arceaux de protection sur ces motos de tourisme, je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est affreux !» D'autant plus que ces arceaux, souvent, je regarde, j'ai beaucoup d'expérience car je construisais des cages pour le stunt sur les motos et je me souviens comment il fallait les fabriquer pour qu'elles soient résistantes. Je regarde souvent ces arceaux de protection, ce sont de gros tubes, mais par exemple, ils sont fixés sur de petites plaques métalliques à certains points du cadre, et je vois bien que ces plaques vont évidemment se plier, les arceaux vont se tordre contre les carénages, et en réalité, ils ne rempliront pas vraiment leur fonction. Ici, nous avons un renfort d'origine, très solide,
terminé par un joli embout en caoutchouc, enfin en plastique, en matériaux synthétiques, ce qui fait que cette moto peut tomber sans problème. Ici, tout ce plastique, non seulement, comme Wukash le disait en plaisantant, c'est d'origine, mais en plus il a cet aspect, disons, marbré. Il est fait de telle sorte que même s'il se raye, il aura toujours exactement le même aspect. Et je vois la distance sur celui-ci. Il est spécialement conçu pour que, si tu frappes, il se plie. On ne peut pas vraiment dire qu'il amortit, mais il va absorber le choc ici et protéger le radiateur. Cela protège le réservoir. Ça a l'air de très bien fonctionner, donc il y a une chance que cette moto puisse être utilisée assez librement, sans protection supplémentaire, et que cela devrait suffire. Ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai aussi un peu ri à propos des repose-pieds, parce qu'ils sont plus grands, et c'est super qu'ils soient plus grands, parce que vous savez, c'est plus typé rallye. Mais si vous regardez les motos du Dakar, qu'on peut parfois apercevoir quelque part, là-bas les repose-pieds sont plus grands, mais dans ce sens-là, pas dans l'autre. Parce que l'idée, c'est que quand tu roules et que tu fais des mouvements comme ça pour éviter que ton pied ne glisse, bon, ils sont suffisamment grands pour une conduite qu'on pourrait qualifier de sportivo-touristique, de rallye sur une moto aussi lourde. Mais elles devraient être considérablement plus grandes dans ce sens-là, et non pas ici, où tu dois simplement travailler avec tes pieds, ce qui est parfois très contraignant. Mais bon, j'avais promis solennellement de ne pas le dire, et pourtant cela m'a malheureusement échappé, malgré mes meilleures intentions. Désolé. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. J'ai probablement oublié le canapé, qu'il a une hauteur différente de 890 mm, donc tu dois t'éloigner à nouveau ou je vais m'asseoir à nouveau. Mec, je mesure 1,80 m. Et alors, dites, si vous avez également des chaussures à semelles épaisses, ce sera encore mieux. D'ailleurs, on sait bien qu'on ne reste pas debout sur une moto, on roule sur une moto. Mais vous savez, 1,80 m, c'est la taille moyenne d'une personne. À vous de juger si c'est haut ou bas. Mais si c'est pour aller en tout terrain, alors autant que ce soit haut. C'est tout. Le moteur n'a pas changé, 74 chevaux, si je me souviens bien. Mais ce qui est important, c'est que le poids n'a pas beaucoup augmenté, car on a une moto de 220 kg prête à rouler avec le réservoir plein. Je ne sais pas si c'est le réservoir complètement plein. Yamaha affirme que oui, donc dans ce cas, c'est super. Mais peu importe, même si ce n'est pas le réservoir plein 220 kg, il me semble que c'est vraiment un très bon résultat pour une moto d'aventure, toujours avec un réservoir de 23 litres, c'est crash bar, et tout l'équipement prêt à rouler. Une autre modification probablement importante en ce qui concerne les longues distances dans des déviches, dans des environnements très poussiéreux, donc aussi finalement en Pologne, c'est que l'admission d'air a été repensée et l'air n'est plus aspiré à l'arrière de la moto mais à l'avant. Donc, quand on roule vroom vroom et qu'il y a beaucoup de poussière qui se forme derrière et que cette poussière vole partout, eh bien, elle n'est plus aspirée d'ici mais d'ici. Donc, peut-être aussi, enfin, je ne sais pas à quelle fréquence, chacun sait comment il roule, à quelle fréquence il doit nettoyer le filtre à air, mais il me semble qu'ici, il y aura un peu plus de tranquillité, que le filtre ne sera pas tout de suite saturé de sable. Je crois que c'est tout. C'est à peu près tout sur cette moto. Une moto sympa. J'ai vraiment envie de l'essayer, surtout, comme je l'ai dit, à cause des changements au niveau du châssis. Je suis très curieux de voir comment elle va faire vroom, vroom. Alors, qu'en pensez-vous? Écrivez-moi éventuellement, par exemple, si vous êtes utilisateur de la Ténéré 700, dites aussi ce que vous aimeriez voir changer dans les prochaines éditions, ou par exemple, ce qui vous manque encore dans cette version, parce qu'au final, vous le savez mieux que moi. Je vous salue. Salut.